Bonjour Henri. Bonjour Emmanuel, vous allez bien? Je vais excellemment bien. Vous avez vu la vidéo que nous avons mise juste avant celle-là? Oui, vous me l'avez fait découvrir et dans l'absolu, elle ne me surprend pas. Moi, elle me choque. Oui, elle est choquante, mais elle ne me surprend pas parce qu'elle est relativement usuelle. Elle est usuelle dans les faits, mais dans la publicité, non. C'est la première fois, enfin moi, c'est la première fois que je vois à une heure de grande écoute, puisque c'est sur la 2 au journal, je crois. Enfin, j'ai pas la télévision, donc je ne suis pas certain, mais je crois que c'est passé là, au journal de la 2. Donc c'est quand même un moment de grande écoute. Moi, c'est la première fois que je vois une chose comme ça, là. Oui, bah, c'est une marche de plus dans l'escalade de la propagande pour stigmatiser les soi-disant fraudeurs, ceux qui ruinent la France. Oui, et je trouve que c'est très grave. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est très grave. Alors d'abord, dans un premier temps, ce que je voudrais faire remarquer, c'est le hiatus qu'il y a entre cette vidéo et puis ce que dit la justice de ce type de vidéo. Puisque nous avons, sur le blog, j'ai à l'époque mis une vidéo d'un contrôle fiscal. Oui, je l'ai vu. Vous vous rappelez de ça? Mmh. Et le fisc, l'agent du fisc, plus Bercy, plus le syndicat unifié des impôts m'ont poursuivi pour interdire cette vidéo. Et la cour d'appel de Paris, qui est quand même la cour d'appel la plus importante de France, où il y a les magistrats les plus intelligents, la cour d'appel de Paris a rendu un jugement, un arrêt, qui date... Qui leur donne raison. Oui, qui leur donne Voilà, raison, mais c'est surtout dans les arguments que c'est intéressant, qui date du 19 juin 2013. Alors, la Cour dit « Rien ne justifiait que le visage du fonctionnaire d'administration fiscale procédant au contrôle, Louis Martineau, incontestablement visible sur le film mis en ligne par l'appelant, soit diffusé et soumis à la curiosité du public. » Donc, vous voyez, parce qu'il s'agit là d'une vidéo dans laquelle, évidemment, l'administration fiscale n'était pas à son avantage. Alors, rien ne justifiait que le visage de cet employé des impôts, de ce contrôleur soit apparent, mais là, donc, dans la vidéo que nous devons voir, tout justifie que le visage des agents apparaisse. Oui. Hein. Donc, vous voyez la différence. Et alors, vous allez voir l'explication. Oui, c'est assez amusant. Hein. Alors, la Cour après dit les contrôles fiscaux le contrôle fiscal couramment pratiqué dont il faisait l'objet et ses suites ne constituent pas un événement d'actualité et n'entrent pas dans la définition d'un débat d'intérêt général pouvant justifier qu'il soit illustré par la diffusion de l'image du fonctionnaire agissant dans le cadre de ses fonctions. C'est-à-dire que ces magistrats tout à fait performants, qui sont les meilleurs de France, il y a en juin, il n'y a pas tout à fait un an, ils considéraient que les contrôles fiscaux, c'était pas d'actualité. Oui, alors on ne peut pas dire qu'ils soient très clairvoyants quand même, parce qu'ils considèrent que les contrôles fiscaux ne sont pas d'actualité. Or, dans les actualités... On parle que de ça maintenant. On a un contrôle fiscal. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a quand même... Vraiment, il y a un manque de sensibilité là de la part. Parce que, pourquoi ce débat? Parce que, si vous voulez, on est dans la protection de la vie privée. Alors, la Cour européenne a indiqué que la protection de la vie privée s'arrête lorsqu'il s'agit d'événements d'actualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer la figure des gens, sauf s'il y a un événement d'actualité. Et donc, moi, on m'a dit, non, votre contrôle fiscal, les contrôles fiscaux, en règle générale, ne sont pas des événements d'actualité. Voilà. Et puis voilà, tout à coup, pof, on voit un événement d'actualité. Hein. Donc, c'est pour vous dire que, finalement, ça aurait été jugé le mois prochain, peut-être j'aurais gagné. Oui, peut-être. Alors, vous étiez précurseur. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Alors maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand même cette affaire est une pantalonnade. C'est une pantalonnade et c'est grave. De la vidéo. De la vidéo. La vidéo est une pantalonnade, donc c'est une vidéo de propagande et quand on la regarde objectivement, alors moi je l'ai fait voir à des gens non informés qui ont tous dit ah ben quand même, parlant de ce pauvre homme que je connais pas, ah ouais quand même celui-là. Hein, Bon, c'est-à-dire, effectivement, une majorité de 99% des gens sont prêts à accepter que cet homme soit ruiné. Il a ce qu'il mérite. Alors, si on y réfléchit avec nos connaissances, sans connaître cet homme, avec ce que l'on sait de la vie du monde économique, moi je ne connais pas ce monsieur. Ce que je sais, c'est qu'il a 15 sociétés. Alors 15 sociétés, ça paraît énorme, mais il faut savoir que lorsqu'on est promoteur, puisqu'il semblerait qu'il soit promoteur, on fait une société par projet, parce que c'est comme ça, c'est des sociétés civiles immobilières en principe, ou des CRL, et il y a une société par projet, mais pour tous les promoteurs de France, y compris pour les plus gros, Nexity, ICAD, etc., tous les plus gros, même les promoteurs d'État, il y a toujours une société par programme. Oui, mais 15 sociétés, ça fait déjà... Alors 15 sociétés, hein. alors moi qui ai été un tout petit promoteur de rien du tout, j'en avais déjà 5.
Donc vous voyez, au mieux, cet homme, il est 3 fois plus gros que moi. Donc c'est rien, c'est ridicule. Vous pensez que des gens comme Nexity, tout ça, ils ont des centaines, des centaines, peut-être des milliers de sociétés. Bon, chaque fois que vous prenez la publicité de Cogedim ou un autre, vous avez un immeuble dans chaque ville, ben, chaque immeuble a une société particulière. Donc si vous voulez, 15 sociétés, c'est vraiment un tout petit poisson, disons, hein, c'est pas un gros truc. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça représente 15 sociétés? Alors, admettons que chacune de ces sociétés est un petit projet, mettons, de 20 appartements. Hein. 20 appartements, ça fait à peu près, vous mettez l'appartement à 500 000 euros, si c'est en province ou à Paris, on peut mêler tout ça, ça va nous faire 10 millions d'euros. Alors, ces 20 sociétés, elles ont déjà rapporté au fisc, parce que elles ont déjà rapporté pour 10 millions d'euros, déjà 2 millions d'euros de TVA. Ouais. Déjà, elles ont rapporté ça. Et elles ont rapporté, en principe, si ce monsieur a mené sa vie comme il faut, à peu près 500 000 euros d'impôt sur le revenu. Et elles ont rapporté, parce que pour faire 20 appartements, il faut à peu près 18 mois, donc elles ont rapporté 30 emplois pendant 18 mois. Oui, c'est ça, bon. Il a donné du travail. Voilà ce qu'a fait ce monsieur. Bon, alors... donc si on compte ça sur 15 ans, on va arriver à des chiffres un peu plus sérieux, c'est-à-dire que, admettons qu'il ait fait ça, parce que en principe un promoteur fait, normalement, un promoteur de cette dimension, il ne fait pas beaucoup plus d'une société par an, parce que ces sociétés, elles restent assez longtemps, hein, le temps parce qu'il y a 10 ans de garantie, etc. Voilà, bon. Alors, mettons qu'il en ait fait une par an. Alors, en 15 ans, il a fait quand même 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc il a rapporté 30 millions d'euros de TVA, il a rapporté 7,5 millions d'impôts sur le revenu, et il a généré 450 emplois voilà, sur 22 ans de travail, en gros. Voilà. Bon, ça, c'est la réalité. Donc c'est une réalité extrêmement ordinaire. En face de ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous montre des cow-boys, là, qui arrivent, qui sont très contents d'eux, et qui ont fait une perquisition à 6 h du matin. Une perquisition à 6 h du matin, vous savez ce que c'est. Oui. C'est quelque chose qui est d'une violence inouïe. J'en ai eu une. Voilà. C'est une violence inouïe. Normalement, à la fin d'une perquisition, normalement, on doit avoir 5 ans de prison après. Oui. Bon, et là, il faut être des gangsters. Voilà, parce que normalement, on déploie... Un homme d'affaires... On ne déploie pas tous ces gens, toute cette maison Poulaga, on ne déploie pas tout ça, toutes ces voitures, ces machins, pour 1 million d'euros. Oui. Il a eu, ce monsieur, 1 million d'euros de redressement. Alors, 1 million d'euros de redressement, il faut le ramener à 15 sociétés. Ça nous fait 66 000 euros par société. Oui, mais attendez, dans la violence de la perquisition, ce que vous n'avez peut-être pas... Vous n'avez pas fait attention à ça, c'est qu'ils lui ont tout piqué. C'est-à-dire qu'ils lui ont piqué ses montres, ils lui ont piqué ses bijoux, ils lui ont piqué tous ses... Écoutez, on va y venir. Bon, d'accord. On va y venir, on va parler de ça. Ça, c'est d'une violence. Oui, mais bien sûr que c'est une violence. Mais c'est le résultat qui est déphasé par rapport à Antenne 2, 20 heures, ce qu'on dit de cet homme. Quand on regarde les chiffres potentiels qu'on invente, mais qui correspondent à notre expérience de la vie, de la vie économique, quand on voit ça, on se dit, mais là, il y a vraiment un problème, parce que le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 66 000 euros par société, sur 15 sociétés. Mais sur ces 66 000 euros, sur ce million a été condamné ce monsieur, il y a évidemment 50% de pénalité, puisqu'on lui a fait bien sûr, mauvaise foi, patati, patata. Donc la réalité chiffrée de ce qui pourrait être ses erreurs comptables, voire sa dissimulation, ça serait 33 000 euros par société. Ouais. Pour des sociétés qui ont déjà rapporté, on a vu 2 500 000 euros chacune. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Voilà. Donc c'est dérisoire. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc la violence là-dedans, effectivement, alors on vous montre des diamants. Mais attendez, c'est pas des bijoux, Emmanuel, c'est pas des bijoux, ce sont des diamants placement. C'est-à-dire, vous avez vu, ils sont dans une petite pochette, et chaque diamant est accompagné d'un petit papier dans lequel il y a marqué sa pureté, sa couleur, et donc sa valeur. Donc, il ne sort pas de cette pochette qui est scellée. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'il a, ce monsieur? Il a de l'argent liquide, des diamants, et effectivement une Rolex. Des montres. Il a une Rolex, on n'en voit qu'une. Hein, oui. Bon. Alors, certainement d'autres choses. Ils lui ont pris tout ça. Ils ont tout pris. Alors, ils lui ont pris tout ça, mais n'importe quel entrepreneur raisonnable, aujourd'hui, ne peut pas avoir son argent intégralement à la banque. Tout le monde sait que les banques sont en quasi-faillite, tout le monde sait qu'à Chypre, les banques ont pris l'argent des déposants, donc l'entrepreneur qui est responsable, qui a des chantiers en cours, qui a des entrepreneurs à payer, qui a des choses à faire, il doit avoir diversifié son argent. C'est pas parce qu'il a acheté des diamants qu'il les a achetés en fraude. Mais oui, mais il peut très bien avoir acheté des diamants avec
avec de l'argent qui sort d'un impôt payé. Oui, non, mais il n'y a rien d'illégal à acheter des diamants. Voilà. Donc ça veut dire que la présentation qui est faite nous laisse supposer qu'à partir du moment, c'est fait pour associer diamant, vol. C'est-à-dire que ça veut dire que faut fermer toutes les bijouteries déjà, faut fermer tous les gens qui... faut tout fermer, parce que ce raccourci, si vous voulez, qui est vraiment fait pour montrer du doigt, c'est fait... Alors, c'est ridicule, mais à tous les niveaux, parce que vous savez que la dette de la France, c'est 2000 milliards. Bon, là, ils ont gagné 1 million en volant cet homme, on peut supposer. Parce qu'on ne sait même pas s'ils les auront quand ils seront au bout de leur procédure. Ils ont gagné 1 million. Ça veut dire que pour leurs 2000 milliards, il faut qu'ils fassent 2 millions de contrôles comme celui-là. Non, 2 millions de contrôles comme celui-là, à 6 h du matin. Bon, d'abord, il n'y a pas 2 millions de fonctionnaires prêts à se lever à 6 h du matin, donc déjà, de ce côté-là, on est tranquille. Mais quand même, alors, vous voyez, c'est complètement... Quand on regarde, ça se déglingue complètement. C'est vraiment uniquement une propagande sophistiquée, certes. C'est une propagande plus sophistiquée que celle qu'on a connue dans les époques qui ont précédé les grandes catastrophes. Puis la propagande précède toujours des grandes catastrophes. Bon, dans les périodes précédentes, où la propagande a précédé les grandes catastrophes, elle était moins sophistiquée que celle-là. Cette propagande est très sophistiquée. Mais ça fait un moment qu'elle monte qu'elle en est préparée, puissance. Oui, qu'elle monte en puissance. Là, elle monte en puissance. Moi, alors, juste en aparté, je veux dire, moi, ma perquisition, écoutez, ils ont saisi, ils ont emmené, mais tout ce qui leur tombait sous la main. Je veux dire, des petits bijoux de, je sais pas, de 300 francs, enfin 40 € à ma fille. Ils ont tout embarqué. Et je ne les reverrai jamais, puisque j'ai une procédure de 18 ans. Ah oui, ils ont gardé tout ça. Bien sûr, ils l'ont gardé. Ils sont toujours chez eux. Donc je veux dire, je les reverrai jamais. Ma fille qui me demande, mais papa, quand est-ce que je vais avoir mes bijoux? Voilà. Donc il y a une violence incroyable dans toutes ces saisies, dans toutes ces perquisitions, où en fin de compte, de toute façon, par leur action, par le déploiement de force, il faut que ça rapporte. Donc, moi j'ai eu 17 perquisitions le même jour dans toute la France. Bon, ils n'ont rien trouvé, mais rien de chez rien. Bon, ils ont quand même piqué mes petits bijoux, les petits machins comme ça, personnel, à ma fille, etc., etc. Et au bout de 18 ans de procédure, il faut bien que ça paye. Donc ils m'ont assassiné, évidemment, au niveau du redressement fiscal. Oui, alors, moi je pense que on prêche dans le désert, là, parce que d'abord, premièrement, on n'a pas une audience suffisante, bien sûr, et puis si on avait une audience suffisante, là, évidemment, les gens qui nous regardent sont presque des amis, donc ils sont déjà, effectivement, ils savent tout ça. Mais si on avait une audience plus importante, je pense que les gens couperaient le son, ils couperaient tout, parce qu'ils ne voudraient pas entendre ce qu'on dit. Non, ils ne voudraient pas. Alors que, si vous voulez, ce qu'il y a absolument parce qu'ils s'apercevraient qu'en fin de compte, tous ces contrôles ne sont pas dirigés contre des fraudeurs, ils sont dirigés contre des chefs d'entreprise, n'importe lesquels, par quel hasard, ça c'est un autre problème, et on va les piller. Voilà, on va les piller. C'est un pillage. Mais ça c'est clair. Alors, mais ça apparaît, on le voit bien qu'il y a un pillage, on le voit bien on voit bien le plaisir en plus qu'ils ont à piller, parce qu'on est là, on les sent excités comme des puces. On va l'assassiner, on va leur mettre ça. Ouais. Alors, quand même, ce qu'il faut regarder, parce que cette propagande vise à persuader la population que ça vise, si vous voulez, à changer la direction des fautifs. C'est-à-dire que les fautifs, avec ça, essaient de dire c'est pas notre faute à nous, c'est eux. Donc, qu'est-ce qui est démontré? C'est le monde des affaires. Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, voilà. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Le monde politique s'est mêlé des affaires et a fait faillite. Bon, ça commence dans les années 70, il y a 40 ans. Ça commence un peu avant, puisque De Gaulle crée un État qu'il veut administrer fortement. Donc il crée une caste de fonctionnaires, dont les énarques sont au plus haut. Il crée une caste de fonctionnaires à qui il dit « ça sera vous qui aurez le pouvoir ». Et ces gens prennent le pouvoir politique et en profitent pour prendre le pouvoir économique. Alors que ça n'a pas de rapport. Le pouvoir politique, c'est la vie en commun, et l'économie, c'est l'économie. C'est deux choses différentes. Bon, l'économie a besoin de liberté, l'économie a besoin de propriété privée, l'économie a besoin de capital, sinon elle ne marche pas. Et donc ces hommes de l'État, fonctionnaires de haut niveau, prennent le pouvoir il y a 40 ans. Aujourd'hui,
Ils ont 2000 milliards de dettes. Donc ils ont échoué. Et ils commencent à avoir un chômage qui est important, mais qui n'est pas encore très important, qui peut arriver jusqu'à 30, 40, 45%. Avant la guerre de 40, les Allemands avaient 50% de chômage. Et les Américains avaient 25%. Donc, si vous voulez, ça peut être bien pire. Donc, ces gens ont échoué. Et il n'est pas question qu'ils disent qu'ils ont échoué. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent d'autres gens du doigt qui pillent depuis des années, qui sont ceux qui font marcher la boutique, et ils les font passer pour des fous furieux. C'est-à-dire qu'en réalité, donc c'est ce qu'on appelle le keynisme, c'est-à-dire c'est l'intervention de l'État dans l'économie qui a échoué, totalement échoué, et qui dit c'est pas moi, c'est Toto. Hein, oui, oui. Moi j'avais un petit cousin, un petit neveu, enfin un petit. Hein, quand il était petit, et quand il faisait dans sa culotte, il dit que sa mère. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est Toto. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Alors. Et donc, nous sommes les Toto. Voilà, c'est pas moi, c'est Toto. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est. Mais ça va aller très loin parce que les gens, ils savent pas ça. Parce que pour comprendre, pour voir la tricherie, il faut des informations que la plupart des gens n'ont pas. Non. Bon, on leur donne pas. On leur donne pas. Ils ont ruiné les gens en leur donnant accès à des choses qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir. Maintenant, ils veulent, pour les en priver, ben les gens ils vont gueuler. Si on leur dit, ben non, vous ne pouvez pas avoir tout ce qu'on vous a donné, c'était à crédit, on vous a donné de l'argent qu'on n'avait pas. Alors maintenant, ben, on ne peut plus vous le donner, il va falloir nous le rendre. Attends, les gens ne sont pas d'accord. Donc, ah ben oui, mais c'est pas nous, c'est les autres, là, c'est les hommes d'affaires. D'ailleurs, on va s'en occuper. Voilà. D'ailleurs, on va s'en occuper. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, ils vont effectivement détruire le monde économique. Ils vont détruire les gens qui font des affaires. Il faut partir. Il n'y a pas de choix. Là, cette fois, il faut partir. Hein, parce que sinon, on va être zigouillé. Bon, mais déjà, tout le monde va partir. En tout cas, moi, je ne peux pas. Non, on ne peut plus, nous. On ne peut plus. On a des boulets. On a des boulets. Ils nous ont mis des boulets. Bon, mais donc, on restera jusqu'à la fin. Ils vont, si vous voulez, ça ne peut qu'aller vers la violence. Puisque ils nous donnent une fausse solution. Donc, ça ne peut aller que vers la violence. Donc, cette violence va se déchaîner. Alors bon, on voit bien là, hein, puisque c'était hier les élections, on voit bien comment cette violence va se déchaîner. Elle va se déchaîner. Alors moi, je trouve ça épouvantable. Je trouve que la responsabilité des gens qui ont fait ça, elle est colossale. J'espère qu'un jour, ils en rendront compte devant l'histoire, parce qu'ils ont trahi l'économie, ils ont trahi les points nécessaires de l'économie, la propriété privée, le capital et la liberté. Mais c'est les trois axes de l'économie que tout le monde connaît. Et c'est pas fini, Henri. C'est pas fini. Alors, je suis très malheureux. On va parler un peu littérature, alors, parce que, toujours pareil, sans aucune prétention, mais on va vous donner 2 ou 3 livres qui sont intéressants à lire, parce que justement, il va vous permettre d'éclairer et de mieux comprendre l'escroquerie de cette propagande. Alors moi, j'en ai amené 2. Preuve. Alors, allez-y. Moi, si vous voulez, ça fait quand même quelques mois que je suis sur ce blog. J'ai subi un contrôle fiscal meurtrier, etc., etc. On ne va pas revenir là-dessus. Et je me disais, bon, c'est peut-être... Et j'ai découvert ce livre-là, Contrôle fiscal, le piège. Bon. Et c'est un livre qui a été pondu en 2001, et on s'aperçoit qu'en 2001, c'était déjà ça. C'est-à-dire qu'il y avait des contrôles fiscaux complètement aberrants, des abus, des abus. Bon. Ce qui veut dire que là, on est en 2014. On est en 2014, ça continue. Personne n'a pu arrêter la machine infernale de Bercy. Personne. Bon. Et c'est ça qui est dramatique. Parce que je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ben, ça ne peut pas s'arrêter dans la mesure où cette machine, c'est le seul outil dont dispose cette caste de fonctionnaires, d'élite du monde de la fonction publique, c'est l'élite de la fonction publique, qui a besoin d'argent pour mettre en place le système qui ne peut pas marcher, mais qu'elle fait marcher, puisqu'elle a le pouvoir. Et cet argent, elle ne peut le prendre que à travers Bercy, et donc à travers l'impôt des gens qui travaillent. Mais ça, c'est une évidence. Hein. Donc, je ne suis pas du tout étonné que ça n'ait pas évolué. Alors, pour finir, c'est donc un livre de Bernard Zimmer, et c'est hallucinant. Voilà. Bien, alors moi j'ai... J'en dirai pas plus. Bien, alors moi j'ai 2 livres qui sont tout à fait intéressants. Il y en a un qui est un livre de Hannah Arendt qui s'appelle Le système totalitaire. Alors, ce livre a été écrit dans les années 50, je pense, et évidemment, les exemples de régimes totalitaires sont à cette époque-là Staline et Hitler. Donc ce livre est très basé, mais les exemples ne sont pas l'essentiel. L'essentiel, c'est elle explique comment
arrive le totalitarisme, qu'est-ce que c'est le totalitarisme, et c'est très très intéressant, c'est un livre très très intéressant qui va vous ouvrir beaucoup de portes. Hein. Et puis il y en a un autre qui est très bien, c'est un monsieur qui est, moi pour qui j'ai beaucoup de passion, qui s'appelle monsieur Ludwig von Mises. Alors ce monsieur c'est le libéralisme, si vous voulez, moi, c'est-à-dire l'économie libre, l'économie qui fonctionne, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, bien sûr. Et à chaque période, il y a des gens qui remettent au goût du jour, en fonction des éléments du moment, qui remettent cette... Alors, on lit beaucoup, moi j'aime beaucoup Bastiat, mais Bastiat, c'est quand même, ça se passe en 1850, alors c'est prémonitoire, puisqu'il annonce tout ce qui va se passer et qu'il ne s'est pas trompé, mais il n'y a pas de raison de se tromper, puisque c'est assez simple, quoi. Hein. Donc, dans les années 50, M. Mises a lui remis, donc un siècle plus tard, a remis le libéralisme à l'ordre du jour. Et en plus, ce livre donc, a une préface de Pascal Salin, qui est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Donc ce livre est très très bien aussi. Et il est bien parce que ce sont des conférences, c'est un cycle de conférences qui a été donné en Argentine. Et donc, bon, ça permet, si vous voulez, c'est assez simplifié, donc c'est verbal, donc on comprend. Il n'y a pas de mots compliqués, tout le monde peut comprendre. Donc je pourrais comprendre. Ah ouais, mais moi j'ai compris, donc ouais, c'est vrai. Bon, donc c'est une référence quand même. Ouais, quand même, parce que moi c'est pas facile. Non, je sais. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire. Donc on voulait vous dire que quand même, il faut réfléchir au fait que de toute manière on va souffrir, hein, puisque de toute façon... tout la chasse est lancée. Ouais, et puis tout ce qui a été dépensé, l'argent n'est plus là, donc de toute façon... La chasse n'est plus officieuse maintenant, puisqu'elle a toujours existé depuis des décennies, elle est officielle. Voilà. Voilà, on vous dit au revoir et à bientôt. À bientôt.